Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Entre deux news sur Reflet TV. Dans cette émission, deux sujets dans la première partie présidentielle 2025. La course est officiellement lancée. La commission électorale indépendante CEI a ouvert la réception des dossiers de candidature depuis le 25 juillet dernier jusqu'au 26 août prochain. Quels enjeux juridiques, politiques et symboliques entourent cette cruciale élection à venir et que faut-il comprendre des exigences imposées par la commission électorale indépendante? Quel profil émerge? Et puis, dans la deuxième partie, l'opposition dans la rue, une marche annoncée pour le 2 août prochain, une marche pacifique. Le PPAC de Laurent Gbagbo, le PDC RDA de Tidiane Thiam annoncent une mobilisation conjointe. Objectif, réclamer des garanties sur le processus électoral ivoirien. Mais à quoi s'attendre? Quelles sont les revendications précises? Et quelle est la portée réelle de cette union dans la rue? Pour analyser ces deux sujets et ces deux séquences clés de notre vie politique, nous recevons ce soir Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir, M. Sidi. Et docteur Adjelou Arnaud Christian. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, c'est ça? Exactement. Alors, comme lui, pour participer à cette émission, n'hésitez pas à envoyer juste un mail à la rédaction de Reflet TV, rédaction@reflet.tv. Et puis, plus chérie, dites Balé, bonsoir. Bonsoir. Consultante sur Entre deux news. Et enfin, Cédric Koné, maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir Cédric Koné. Bonsoir Sidique, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bien. Mais comme débatteur également. Bien. Alors, place au premier sujet de cette émission présidentielle 2025. La course est lancée. Désormais, les potentiels candidats à la candidature peuvent en tout cas se rapprocher de la commission électorale indépendante CEI. Alors, première question, plus chérie Balé, est-ce que, selon votre lecture, la CEI joue son rôle de manière impartiale à ce stade de la compétition à venir? Bon, la CEI a son calendrier, elle l'exécute. Maintenant, de manière impartiale, bon, je pense que si, puisque même ceux qui ne sont pas éligibles ont eu la possibilité de recueillir leur parrainage. Donc, à ce stade, on peut le dire ainsi. Bien. Alors, docteur, vous partagez ce même avis? Oui, effectivement, je partage le même avis. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, la commission électorale indépendante déroule correctement son calendrier. Le calendrier qui est respecté et les candidats qui, bon, présentement ne se bousculent pas, hein, ne se bousculent pas, mais on sait que certains ont retiré quand même les kits pour commencer à collecter les parrainages sur l'ensemble du territoire. Donc, pour le moment, oui, tout se passe bien, ça va. Bien. Arsène Anoma, on n'a qu'une seule candidature, sinon officielle, qui est connue pour l'heure. Il s'agit de celle de Mohamed Kwakounda, qui a déposé sa candidature la semaine dernière. Les grands partis n'ont pas encore manifesté. C'est vrai qu'ils veulent, en tout cas, candidater à cette élection, mais pour l'heure, aucune candidature n'est déposée au sein des grands partis politiques, notamment le PDCI, le PPACI et le RHDP, pour citer que ceux-ci. Bon, moi, je ne suis pas inquiet et je suis satisfait du déroulé parfait du programme de la Commission électorale indépendante. Comme vous l'avez dit tantôt, les candidatures ne se bousculent pas. Pour l'heure, nous avons recueilli qu'une seule candidature et je suis convaincu que les autres candidatures suivront, puisque comme ça a été dit par mes prédécesseurs, la majeure partie des candidats sont déployés sur le terrain pour recueillir les candidatures. La dernière en date, c'est celle... Les parrainages. Les parrainages, c'est celle d'Awa Domelo, qui s'est lancé aussi dans la course. Donc, moi, je suis satisfait du début de la réception, du processus de réception des candidatures. Et ça dénote que la CEI joue parfaitement son rôle. Ça démontre que l'élection se déroulera véritablement le 25 octobre. Et pour moi, ça démontre, nonobstant ce qui peut être dit par certaines chapelles pour essayer de discréditer le processus électoral et créer le moi au sein de la population, que cette élection présidentielle-là, comme l'a rassuré le président de la République, se déroulera parfaitement, sans heurts et dans la plus grande sérénité et sécurité possible pour qu'au soir du 25 octobre, les Ivoiriens puissent décider qui présidera leur destinée pour les 5 prochaines années à venir. Bien. Cédric Koné, quel sens vous donnez à cette candidature de Mohamed Kwakounda qui a déposé ses dossiers auprès de la CEI? Non, écoutez, je n'ai pas d'appréciation particulière à donner à cette candidature-là, dans la mesure... C'est la première. Oui, dans la mesure où tous les citoyens
sont libres de faire acte de candidature auprès de la CEI. Mais ce que je retiens du déroulé actuel du processus, c'est que le président Laurent Gbagbo reste celui-là même qui est ancré au cœur des réalités des populations ivoiriennes, parce que malgré les tentatives d'exclusion auxquelles nous assistons sur la base d'un juridisme assez douteux, le PPACI, qui a pour candidat Laurent Gbagbo, a lancé un acte de résistance populaire, dans ce sens-là que le recueil de la signature des parrainages pour Laurent Gbagbo démontre que c'est Laurent Gbagbo qui est au cœur des réalités des populations. C'est Laurent Gbagbo que le PPACI a désigné comme son candidat à 2 reprises. La première fois, c'était en mars 2024, où le comité central lui a demandé de faire acte de candidature. Ensuite, en mai 2024, où la convention de son parti l'a désigné pour être le candidat. Ce faisant, le PPACI démontre que Gbagbo a un ancrage démocratique, Gbagbo a une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo pense à la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, Mohamed Kouakounda n'est pas en phase aussi avec le peuple de Côte d'Ivoire? Écoutez, puisque c'est de lui qu'il est question dans cette première partie. Alors, on a un citoyen de l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de faire acte de candidature. C'est à lui de nous démontrer son histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est à lui de tracer sa vision pour que les populations se reconnaissent en lui. Moi, je vous parle du leader qui impacte depuis des années la vie politique en Côte d'Ivoire, qui lui est candidat et qui continue à rassembler ses parrainages pour démontrer que les populations de Côte d'Ivoire se reconnaissent en lui et lui, il se reconnaît dans les populations de Côte d'Ivoire. Donc ce citoyen-là, il peut faire acte de candidature. C'est une bonne chose pour la vitalité de la démocratie. Bien. Chérif Balé, c'est bientôt la fin de l'opération de parrainage et la phase de dépôt des candidatures a démarré. Au sein de certains grands partis politiques, on ne connaît pas encore les candidats déclarés. Le parrainage se poursuit, bientôt la fin, notamment le RHDP où le président qui est appelé par ses militants n'a encore gagné sur sa candidature. Les parrainages prendront fin bientôt. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? Aussi au PDC-RDA où le président, le candidat est inéligible et le PPACI? Oui, à partir du moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où la CEI a autorisé que ceux qui n'étaient pas éligibles selon elle soient autorisés à recueillir des parrainages, ça suppose qu'ils ont des chances d'être encore candidats. C'est le candidat du RHDP qu'on ne connaît pas encore, mais tout le monde attend le 6 août. Et comme la période de collecte des parrainages prend fin en même temps que celle du dépôt des candidatures, bon, on se dit que si c'est le 6 août que le RHDP va désigner son candidat, ils auront encore 3 semaines pour recueillir leur parrainage. Mais ce qu'il faut relever, c'est que, étant donné qu'un citoyen ne peut pas parrainer 2 candidats, plus tôt on dépose sa candidature, plus on a de chances de voir ces parrainages validés. Donc, bon, on encourage en tout cas tous ceux qui veulent être candidats à recueillir rapidement leur parrainage, à déposer leur candidature. Après, on espère que les conditions pour les élections seront suffisamment crédibles et transparentes pour que le choix du peuple s'impose. Bien. Docteur Adjelou, vous êtes juriste. Quels sont les scénarios possibles au RHDP et même dans les autres partis, notamment le PDC, RDA et le PPACI, qui ont leurs candidats pour l'heure inéligibles? Merci Sidik. Le scénario au RHDP, il est connu. Le RHDP, lors de son congrès, a désigné le président Alassane Ouattara comme son candidat à l'élection présidentielle. Même si le président ne s'est pas encore prononcé, je pense que les jours qui viennent nous situeront, mais je pense qu'il est désigné, donc on espère tous qu'il acceptera et qu'il pourra se présenter aux élections présidentielles. C'est plus difficile pour les autres partis, les 2 autres grands partis, notamment le PDCI, qui a son candidat qui est inéligible, qui n'est pas sur la liste électorale. Ensuite, le PPACI, également, qui a désigné son candidat à la personne de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, mais qui n'est pas sur la liste électorale.
Et justement, tout à l'heure, Mme Balé disait que la commission électorale indépendante a autorisé les candidats qui ne sont pas inscrits sur la liste à collecter les candidatures. Je ne partage pas cet avis. La loi est assez claire. Hein, la loi est assez claire. Il est dit ici que les différents candidats, l'article 6 du décret du numéro 2025-494 du 18 juin 2025, en son article 6, il est bel et bien précisé qu'un formulaire d'engagement établi par la commission électorale indépendante où le candidat renseigne notamment son numéro d'électeur. Mais à partir du moment où ils ne sont pas sur la liste, ils ne peuvent pas avoir de numéro d'électeur, donc ils ne peuvent pas collecter les candidatures. Je me demande comment est-ce qu'ils pourront vraiment collecter des candidatures. Donc ce n'est pas vrai. Ils ont certes peut-être retiré les kits, mais ils ne sont pas en mesure de collecter les candidatures. Voilà. Bien. Merci. Alors, Arsène Anoma, est-ce qu'il y a des pièces qui sont plus délicates à réunir parmi les pièces demandées par la CEI pour les candidats à la présidentielle, Bon, selon votre lecture? Hein? bon moi, délicate à réunir, je pense bien parce que, étant donné que les candidats choisis par le PDC, le PPACI, ne figurent pas sur la liste électorale et sont à l'heure actuelle fort clos, donc je me dis qu'ils ne pourront pas recueillir les pièces justificatives pour leur permettre d'être retenus comme candidats. Nonobstant le fait qu'ils se sont lancés dans la course au parrainage, ce qui n'est pas synonyme de candidature effective. Parce que la CEI ne fait que, je peux dire, recueillir les candidatures, mais in fine, c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera au vu du dépôt effectif de toutes les pièces demandées par les candidats et surtout de la présence sur la liste électorale, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, du candidat du PPACI et également de celui du PDCI. Donc pour moi, je suis convaincu qu'à l'instant où nous parlons, à environ 3 mois de la présidentielle, ces deux candidats ne pourront pas réunir les pièces justificatives pour être retenus comme candidats. Nonobstant l'encensement, je dirais, inadéquat qui a été fait par mon frère docteur, disant que Gbagbo... Le docteur à côté, il ne faut pas vous perdre. Maître plutôt, voilà, le docteur à côté. Maître plutôt, disant que le président Gbagbo est au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Moi, je lui rappellerai que le président Gbagbo a été battu. Il a été battu à plat de couture en 2010. Et c'est là la résistance de sa mauvaise gestion du pays pendant 10 ans. Les Ivoiriens l'ont rejeté. Bien. Les Ivoiriens ont rejeté la gestion. Donc, je ne pense pas qu'il soit au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Merci Arsène Anoma. Alors, Cédric Koné, est-ce qu'il existe des flous juridiques dans le processus en cours? Alors, il n'y a pas de flou juridique et c'est à bon escient que mes co-débatteurs, j'aurais dit estimés, vous l'ont rappelé. La CEI fait un travail technique. C'est au Conseil constitutionnel, lui et lui seul, de décider qui est candidat et qui ne l'est pas. Mais j'aimerais rappeler des précédents dans notre ordonnancement juridique en Côte d'Ivoire. En 2009, je cite de mémoire, Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, a pris un décret à partir de ce qu'on appelle l'impérium pour faire de M. Alassane Ouattara un candidat à titre exceptionnel pour l'élection de 2009. Ensuite, nous sommes allés en 2010. Deuxièmement, de candidature à titre exceptionnel, on est passé à candidature par dérivation. Je cite encore de mémoire, ça devait être en 2015. Troisièmement, de candidature par dérivation, nous sommes passés à une candidature par cas de force majeure. Ceci dit, je pense et je souhaite que la sagesse qui a habité le président Laurent Gbagbo à l'époque pour tenter de contenir la conflagration qu'on voulait lui servir, j'espère que cette sagesse-là va habiter nos dirigeants actuels. Et mon co-débatteur a dit une chose inexacte. Oui, Laurent Gbagbo aurait été battu
à plate couture. Je m'inscris en faux dans ce que Sénateur Noma, Sénateur Noma, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Un recomptage des voix. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Justement, c'est vous qui refaites l'histoire. C'est déconné, vous n'avez pas la parole. Quand on a non, c'est Noma qui n'a pas la parole. Allez-y. Voilà. Quand on a demandé le recomptage des voix, on nous a opposé un refus, on nous a opposé un storytelling, on nous a opposé beaucoup de subterfuges. La réalité, elle est là. Quand on ne conçoit rien, quand on ne conçoit pas, on ne vient pas se gargariser avec les réalisations qui ont été pensées par ses adversaires, ses rivaux aujourd'hui. Et c'est le cas dans cette Côte d'Ivoire-là où tout va mal, où le carburant est cher, où les jeunes sont obligés de s'adonner au vol et à d'autres vices pour survivre. Bien, alors, il faut revoir ça. Je me demande dans quel endroit tu vis. Je suis dans la même Côte d'Ivoire. Merci. L'autre question, c'est, si vous n'avez pas la parole, c'est au niveau du Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, selon votre lecture, est-ce que la classe politique ivoirienne est aussi mature pour pouvoir accepter certaines décisions provenant du Conseil constitutionnel qui pourraient trancher qu'effectivement, certains candidats ne peuvent pas aller à cette présidentielle? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un point que le docteur a évoqué pour lui dire que quand je dis que la CEI a laissé des candidats inéligibles, selon elle, puisqu'ils ne sont pas sur la liste électorale, à recueillir des parrainages, ce n'est pas un avis que je donne, c'est un constat. Parce que tous ceux qui devaient candidater ou qui veulent candidater se sont rapprochés de la CEI, on leur a donné des kits. Ils ont eu des formations. On a vu les représentants de ces candidats-là à cette formation, ils n'ont pas été rejetés. Et après, ces candidats-là ont recueilli des kits. Sans les kits de la CEI, ils ne peuvent pas recueillir leur parrainage. Donc, ce n'est pas un avis, ce sont des faits, c'est ce qui est. Voilà, c'est important de le préciser. Il faut être juste dans les mots que vous employez. Maintenant, pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, tout dépendra des arguments qui seront évoqués pour rejeter certaines candidatures. Donc aujourd'hui, on ne peut pas à l'avance présager de la réaction de ceux qui seront rejetés. Tout dépendra vraiment des raisons qui seront évoquées. Bien. Alors, dernière question, c'est aussi la marge juridique, de manœuvre juridique de la Commission électorale indépendante. Oui, je pense que les tests créant la Commission électorale indépendante sont formels. La Commission électorale indépendante n'a aucune manœuvre juridique. C'est un organe technique, purement technique, d'organisation des élections. Voilà. La tutelle juridique, disons, revient donc au Conseil constitutionnel, à qui il appartient de valider les candidatures, voilà, au regard des dossiers que le Conseil constitutionnel recevra. Bien. Donc voilà. Donc, pour revenir, c'est juste dire que la Commission électorale indépendante n'a aucune manœuvre juridique. C'est un organe purement technique. Arsène Noma, qu'est-ce qui empêche le pouvoir en place de prendre, de prendre des décisions de sorte à permettre à certains candidats inéligibles de pouvoir participer à cette élection à venir au nom de la paix, de l'inclusion? Oui, mais ça va dans la même droite ligne du développement de Maître, qui disait qu'en 2009, Gbagbo aurait utilisé... Non, le président, soyons respectueux des personnes qui ont incarné l'État de Côte d'Ivoire. Tu me reprochais de te Non, je ne te coupe pas. Non, on vous a bien compris, c'est déconné. Soyons respectueux de l'État. S'il vous plaît. Tu peux me laisser? S'il vous plaît. L'État s'il vous plaît. Merci Cédric Koné. Voilà, c'était le président Laurent Gbagbo. L'ex-président de Côte d'Ivoire a pris un décret pour rendre la candidature du président Ouattara effective. Moi, je rétorquerais qu'en 2025, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en paix. Les institutions sont solides, les institutions ne sont pas en crise. Le pays n'est pas divisé. Rien ne justifierait qu'on aille faire des arrangements politiques pour rendre certaines personnalités qui sont sous le coup des décisions judiciaires inéligibles, les rendre éligibles. Ce sera faire de l'injustice aux citoyens lambda qui peut être, par exemple, sous le coup d'une décision judiciaire qu'il aura à subir. Pourquoi certaines personnalités, certaines personnes, du fait qu'elles sont responsables de partis politiques ou personnalités, devaient bénéficier d'arrangements politiques pour leur accorder des faveurs, là où les citoyens lambda n'en bénéficient pas?
ces personnalités-là, qui sont aujourd'hui inéligibles, ne le sont pas par le fait des décisions politiques, ou bien ne le sont pas par le fait de manœuvres politiques. Elles sont inéligibles parce qu'elles sont frappées des décisions de justice. Donc, construisons une Côte d'Ivoire de justice. C'était le cas aussi par le passé? Non, par le passé. Même, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en paix. Et rappelant à Ahmed, nous avons des vidéos où le président Gbagbo disait que lui, il n'allait intervenir dans aucune décision de justice ou bien faire aucun arrangement politique. Si le président Gbagbo a eu à utiliser l'article 48, si je ne m'abuse, pour que le président Ouattara soit candidat, c'est bien parce qu'il y a été contraint. Ce n'est pas de sa bonne volonté. Bien, donc, on vous a bien compris. Merci Arsène Anoma. Alors, chers téléspectateurs, nous marquons une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons de la marche annoncée de l'opposition ivoirienne pour le 2 août prochain, la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Maintenant, marche de l'opposition Front commun, PPACI, PDCI, RDA, le 2 août prochain. Alors, qu'est-ce qui motive cette marche conjointe du PPACI et du PDCI-RDA à quelques jours de l'adresse du chef de l'État à l'occasion de la fête nationale? C'est une grosse interrogation, Cédric Koné. Alors, c'est une marche pacifique qui a un thème. Le thème, c'est la marche pacifique pour des élections inclusives en Côte d'Ivoire. C'est une marche pour rappeler les revendications légitimes de l'opposition ivoirienne. Premièrement, la réinscription sur la liste électorale des personnalités politiques qui en ont été extirpées, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, le ministre Thiam, etc., le maire Akossi Benjo. Charles Blé Goudé. Le ministre Charles Blé Goudé, le premier ministre Guillaume Soro. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle cette marche-là va se faire le 2 août. Parce que les Ivoiriens qui se reconnaissent en tous ces leaders-là veulent faire entendre leur voix, veulent utiliser ces droits légaux et constitutionnels que leur confère la citoyenneté pour exprimer un cri de douleur, pour dire « trop c'est trop, nous avons nos leaders, ils doivent être réhabilités dans leurs droits pour que la Côte d'Ivoire puisse être apaisée, pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix. » Bien. Alors, Pécheric Balé, vous étiez cité par certains internautes disant que la présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne voilà, invite les Ivoiriens, la société civile, à ne pas aller à cette marche-là. Si. Information que vous avez démentie. Oui, absolument, parce que j'ai été très surprise de voir cela sur la toile. Et c'est vraiment dommage que beaucoup prennent le mensonge comme base pour agir ou pour faire des analyses. En réalité, le 19 juillet, nous, on a exhorté les jeunes à la non-violence. On les a aussi exhortés à ne pas sacrifier leur vie pour un politique. Quand on dit ne pas sacrifier sa vie pour un politique, ça signifie qu'il ne faut pas tuer pour un politique. Parce qu'en allant tuer pour lui, toi-même, tu peux rester là-bas. C'est ça. Mais sinon, une marche, c'est un moyen légal, c'est un droit constitutionnel pour exprimer quelque chose qu'on désapprouve. Mais on s'imagine aussi l'image de la société civile qui rejoint l'opposition dans une marche de partis politiques ou d'alliances politiques. En fait, la société civile, elle est partout où les textes sont respectés. Elle est partout aussi où on recherche la paix. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que nous ne sommes pas en crise. Ce n'est pas vrai parce que nous sommes en pleine crise préélectorale. Et cette crise préélectorale est due au fait qu'il y a des leaders d'importants partis de l'opposition qui ont été radiés de la liste électorale et il y a même l'un d'entre eux qui aurait pu être candidat si la CEI travaillait dans le respect des textes. S'il y avait eu la RLE 2025, le président Thiam ne serait pas dans cette situation. Donc, nous, par rapport à notre recherche de la paix, nous soutenons toutes les initiatives qui peuvent apaiser. Donc, les revendications qui sont portées par le Front commun, notamment la demande d'un dialogue politique, parce qu'en fait,
c'est dans le cadre d'un dialogue politique qu'on peut prendre toutes les décisions qui vont effectivement nous emmener à l'apaisement. Donc nous, on soutient le fait qu'ils demandent le dialogue politique. Et comme l'article 20 de notre Constitution nous autorise à manifester pacifiquement, il n'y a aucun problème à soutenir une marche qui fait une revendication qui pourrait nous apporter la paix. Bien. Alors, docteur, la société civile qui soutient cette marche, votre réaction, et puis quelle symbolique pour vous d'une marche dans la capitale économique à 4 jours de l'annonce du chef de l'État? Bon, moi, j'aimerais vraiment poser la question... Son adresse à la nation, je veux dire. Oui, j'aimerais vraiment poser la question suivante. Quelle est la crédibilité des organisations de la société civile qui s'incrusent dans le champ politique? Allez-y, répondez à la question. Oui, mais la nouvelle ordonnance sur les organisations de la société civile est assez claire. Une organisation de la société civile n'a pas à faire de la politique. Les organisations de la société civile sont sur des sujets de société, des sujets bien précis. Par exemple, vous pouvez aller sur le volet de la consolidation de la paix. Vous pouvez, par exemple, travailler sur l'environnement. Vous pouvez, par exemple, travailler sur la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Mais ce qu'on constate en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a certaines organisations de la société civile qui, sous ce manteau-là, sont en fait de véritables hommes politiques, font partie de certains partis politiques, soutiennent toutes les actions de l'opposition et reprennent bec et ongle les propositions des partis de l'opposition. Donc moi, je pense qu'il faut pouvoir vraiment sortir de cette situation-là. Non, il y a des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire qui font correctement leur travail, qui ne se mêlent ni de politique. On ne va pas en citer, mais j'en connais. J'en connais, puisque moi, je travaille beaucoup avec les organisations de la société civile. Donc, je veux dire à Mme Balé de vraiment faire la part des choses. Revenons au dialogue politique dont elle parlait tout à l'heure. Il y a eu la cinquième phase. Il y a eu la cinquième phase du dialogue politique. Les organisations de la société civile ont été conviées, ont pris part à cette cinquième phase du dialogue politique. Il y a eu des résolutions qui sont sorties. L'une des résolutions, c'était la reconnaissance des institutions de la République par l'opposition, les organisations de la société civile, etc., etc. Et il a été décidé que, désormais, pour toute question, il fallait s'en remettre aux institutions de la République. Mais curieusement, on constate qu'à la veille de l'élection présidentielle, l'opposition revient avec des sujets qui avaient déjà trouvé solution lors de la cinquième phase du dialogue politique. Quels sont ces sujets? Mais la révision de la liste électorale, elle avait déjà été traitée à l'époque. Elle avait été traitée à l'époque. Comment? Soyez précis. La libération des prisonniers politiques avait été traitée à l'époque. Lors de cette phase du dialogue politique, on vous avait demandé de faire venir la liste des prisonniers politiques puisque vous avez dit qu'il y avait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas été capable de donner la liste des prisonniers politiques. Donc, plusieurs sujets comme ça que l'opposition prend, que l'opposition remet sur la table et dont les organisations de la société civile s'en servent. Donc moi, je pense qu'il faut sortir de ces schémas-là. Bien. Elle parle de crise, préélectorale. Elle parle de crise préélectorale. C'est dans la tête de certaines personnes qu'il y a la crise préélectorale. Maintenant, les enjeux de la marche. Moi, je vais aller d'abord sur la forme. Il faut d'abord savoir que la marche, elle est prévue par la Constitution. Il n'y a pas de problème à l'article 20. Maintenant, dans le fond, une marche pour quoi faire? Une marche pour quoi faire? Rien. On a vu les différentes marches qui ont eu lieu dans ce pays ces derniers temps. Ces marches n'ont rien donné. Moi, je pense qu'il faut plutôt recourir au dialogue. Et là, le gouvernement leur tend la main, puisqu'ils ont écrit au gouvernement. Le RHDP a réagi favorablement. Le RHDP a allé-même rencontrer les partis politiques. Mais là, c'était Cap Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est l'opposition. C'est pas toute l'opposition ivoirienne. Même si c'est pas tout. Même si non, c'est reconnu. Non, c'est reconnu, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. C'est pas toute l'opposition. C'est pas toute l'opposition. Le PDCI était dedans. C'est le PDCI qui a refusé de venir. Mais le PPRC n'y était pas. Oui, mais si le PPRC... Parce qu'ils ne sont pas membres de Cap Côte d'Ivoire. Le PPRC ne représente pas toute l'opposition. Oui, mais quand vous parlez d'un dialogue avec tous les partis politiques... Ce que je veux dire, c'est que le RHDP a
est disposé à dialoguer. Bien. On les invite à venir à la table de discussion Merci. au lieu Merci, d'organiser des docteur. marches. Alors, Arsène Anoma, quel sens donnez-vous à cette marche de l'opposition? Non, moi, d'abord, dans la forme, je suis satisfait parce que ça démontre que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de démocratie et de liberté. Parce que l'opposition, nonobstant ce que l'opposition essaie de faire croire, et également aussi certaines associations de la société civile, que les libertés sont restreintes, embastillées, tout ça, la liberté existe en Côte d'Ivoire. L'opposition s'organise pour organiser une marche. Je me dis que si la marche répond aux conditions prescrites par la loi, la marche sera autorisée si elle ne menace en rien la sécurité des biens des personnes. Voilà, donc moi je suis satisfait de cela et moi ça ne me choque pas. Et maintenant, quand en parlant de la société civile, par exemple, qui participe aux activités de l'opposition, moi je dirais qu'il faut qu'on lève une nuance. Ce n'est pas la société civile, c'est une société civile qui reprend des revendications, je dirais plutôt une société civile politisée, qui reprend des revendications, des partis de l'opposition, qui les portent sous le couvert d'une société civile. Parce que ce que je vois, la plupart de cette société civile, qui est toujours aux côtés de l'opposition, n'a jamais reconnu ou bien n'a jamais pu faire cause pour quelque chose qui aurait été fait par le gouvernement. Alors qu'on ne va pas nous dire que depuis 2011, le gouvernement actuel n'a rien fait de bon. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des sujets qui touchent l'opposition, cette société civile-là est prête à emboucher la même trompette que cette opposition. Donc pour moi, ce n'est pas toute la société civile, c'est une société civile. On a vu des responsables de la société civile, je citerai Maître Boga Sako, qui était responsable d'une organisation de la société civile, qui est devenu plus que politisé, et il a inventé des choses pour se retrouver, je dis, en exil. Donc les exemples foisonnent de ces responsables d'associations de société civile qui sont politisés. Donc pour moi, revenons aux fondamentaux, revenons à la Côte d'Ivoire qui est en paix, qui se conduit depuis 2011, et évitons de créer la piscine dans la tête des Ivoiriens en parlant de situations... Merci Arsène Anoma. Alors, Cédric Koné, est-ce que cette marche s'adresse à tous les Ivoiriens? On a vu certains militants du PPACI qui se prononçaient sur la sortie du Parti pro-Côte d'Ivoire, qui est un parti d'opposition, qui a dit qu'il ne participera pas à cette marche politique. Et on voit des militants du PPACI dire toutefois, cette marche, c'est la marche du Front commun. Écoutez, il est normal qu'en démocratie, chacun s'exprime. Voilà, le parti pro, c'est un parti politique, je crois, ou un mouvement. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Ils sont libres d'être en accointance ou de ne pas être en accointance avec les discours officiels. Toujours est-il que c'est d'abord deux grands partis politiques qui revendiquent plusieurs milliers d'adhérents au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de lancer cette marche. Je suis également effaré parce que c'est à peu près la même chose quand je vois un condisciple sur un plateau de télévision à 19h50 nous dit que le RHDP a reçu des partis politiques. Non, non, non. Le RHDP n'est pas le gouvernement. Et c'est d'autant plus grave que c'est un juriste qui le dit, parce que le juriste est censé arriver à faire la nuance dans la démocratie entre tout ce qui concerne le régime, tout ce qui concerne l'État, tout ce qui concerne les partis politiques. Ce n'est pas de la démocratie. Quand un parti politique en vient à recevoir d'autres partis politiques à la place du gouvernement, on est dans ce qu'on appelle un État-parti. Donc pourquoi est-ce que cela... Non, Arsène Anoma, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. J'ai l'attaqué sérieusement, comme toi. Nous n'en voulons pas. Donc le PPACI et le PDCI, qui sont deux grandes figures de l'opposition, ont appelé leurs militants à marcher et tous les Ivoiriens peuvent les rejoindre parce que tous les Ivoiriens ont des revendications, parce que quand on part tous au marché, on paye tous les mêmes prix, on paye tous le même carburant, on subit tous les mêmes routes dégradées, donc ça devient une affaire d'Ivoiriens. Alors, mais pourquoi cette marche n'a pas été lancée à travers Trop c'est trop, mais plutôt le Front commun? Alors, Trop c'est trop qui serait un mouvement, un appel citoyen, et il faut le Front commun qui est une alliance politique. Tout à fait. Je pense que les conditions pour que Trop c'est trop lance un appel à la marche, ces conditions-là vont se créer. Pour le moment, le Front commun porte des revendications politiques. Le Front commun souhaite
prévenir cette crise préélectorale-là dans laquelle nous avons un pied. Le Front commun souhaite qu'on fasse la révision de la liste électorale. Le Front commun souhaite que soit remis sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le ministre Thiam, le maire Benjo, le ministre Blé Goudé et même le PAN Soro Guillaume. Donc voici un peu les nuances que nous devons arriver à faire. Bien, merci. Chérif Balé, au nombre des raisons évoquées par le Parti pour Côte d'Ivoire qui ne sera pas à cette marche de l'opposition, je cite, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire doit aujourd'hui nous servir de leçon. Les crises que notre pays a traversées sont la conséquence de décisions politiques profondément maladroites. Ces douleurs du passé doivent nous orienter vers des choix responsables guidés par le souci d'éviter à notre nation toute forme d'instabilité et aux populations le doute, l'incertitude et la pauvreté et autres. C'est dans cet esprit que le Parti pour Côte d'Ivoire invite le pouvoir en place à dépasser ses limites pour engager un dialogue sincère avec l'opposition. Réaction là-dessus? Oui, heureusement qu'ils ont bien terminé leurs propos en demandant un dialogue. Sinon, ce qu'ils ont dit au début est quand même assez aberrant parce qu'il n'y a pas de lien entre une marche pacifique et l'instabilité qu'on a connue par le passé. On a vu des marches qui ont fini par dégénérer. Oui, les marches dégénèrent lorsqu'elles sont infiltrées. Les marches dégénèrent lorsqu'elles sont mal encadrées. Parce que quelqu'un qui lance un mot d'ordre de marche pacifique, évidemment, ce n'est pas lui-même qui va venir rendre cette marche-là violente. C'est forcément des personnes extérieures qui s'infiltrent pour le faire. Bien. Donc, quand la marche est bien encadrée, elle ne dégénère pas, elle demeure dans son caractère pacifique. Les marcheurs parcourent leur itinéraire. À la fin de la marche, ils lisent leurs motions et puis chacun rentre chez lui. Donc, il n'y a pas de lien normal de lien logique entre une marche pacifique et une instabilité. Bien. Cela dit, j'aimerais revenir sur certains propos de nos amis sur le plateau concernant la politique. Je crois que plusieurs sont mal informés sur ce que c'est que la politique, qui sont les acteurs politiques, quelle est la différence entre la société civile et les partis politiques. Je vais essayer de résumer les choses. On espère qu'ils comprendront. Dans tous les cas, le b.a.-ba des sciences politiques, c'est d'enseigner aux étudiants qu'il y a 3 catégories d'acteurs politiques. Il y a les acteurs partisans. C'est ceux qui sont dans les partis politiques. Eux, leur objectif, c'est de conquérir le pouvoir pour ceux qui sont dans l'opposition ou de se maintenir au pouvoir pour ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est les acteurs partisans qui sont dans les partis. Maintenant, on a les acteurs idéologiques. C'est vous les journalistes, ce sont les universitaires, c'est tous ceux qui contribuent à la réflexion pour faire avancer la démocratie. Maintenant, on a les acteurs sociaux. La société civile, là, nous sommes aussi des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui ne soit politique. La définition la plus simpliste de la politique, c'est la gestion de la cité. Et à partir du moment où la société civile s'intéresse à la gouvernance, donc à la gestion de la cité, elle est en politique. Quelle qu'elle soit, elle est en politique. Même dans le développement, on parle de volonté politique. Et c'est aussi pour cela que même dans les dialogues politiques, on appelle la société civile. Donc nous sommes des acteurs politiques. Seulement, nous, notre objectif, ce n'est pas la conquête du pouvoir, c'est la bonne gouvernance, c'est d'être l'arbitre de la gestion de la cité. Donc, il n'y a pas de complexe à dire qu'on fait de la politique. Oui, je fais de la politique à travers la société civile et je continuerai de le faire ainsi. Et vous avez le droit de soutenir les partis politiques? Oh non, pas les partis politiques. J'ai le droit de soutenir une initiative d'un parti politique que j'estime être dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de la paix. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un ou de l'approbation de quelqu'un pour cela. Ensuite, nous qui sommes société civile, nous sommes plusieurs. Il y a ceux qui travaillent uniquement dans le développement. Il y a des organisations qui vont vous dire, nous, on s'occupe des grossesses en milieu scolaire. Nous, c'est la santé, nous, c'est l'éducation, l'environnement, ainsi de suite. Nous, là, on fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique.
Le contrôle citoyen de l'action publique, là, ça se fait en politique. C'est-à-dire que tu regardes ce que les politiques font. Tu regardes l'exécution des politiques publiques et tu dis si c'est bon, si c'est pas bon. Quand c'est bon, on le dit. Seulement, eux, ils ne font pas attention à ça. Ils retiennent ce qui ne leur plaît pas. Mais ça, c'est leur problème. Ça ne va pas nous empêcher, nous, de dire la vérité chaque fois que besoin sera. Et je le répète, nous sommes en politique, nous resterons en politique parce que c'est la politique qui décide de nos vies, qui décide de tout ce que nous faisons. Bien. Et ce sont les mauvaises décisions politiques qui ont un impact négatif sur le peuple. Bien, pour terminer, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que jamais vous ne soutenez les initiatives du pouvoir en place, le RHDP? Non, je dis que soit ils ne me suivent pas, soit ils sont de mauvaise foi. Plusieurs fois, on l'a dit ici, il y a des initiatives du ministère de la Santé qui ont soulagé des Ivoiriens. On en a parlé ici. La poche de sang, avant que le ministre Demba n'arrive, mais c'était des spéculations incroyables. On allait jusqu'à payer une poche de sang parfois à 100 000. Il est venu, il a mis à 3 500 dans le privé comme dans le public. On peut citer les exemples. Bien, merci, Péchéric Ballet. Merci. Alors, docteur Adjelou, vous avez la parole. Oui. Je vais d'abord dire à mon frère de savoir se maîtriser quand il est sur un plateau. Parce que s'il m'attaque personnellement, je vais l'attaquer. OK? C'est bon? OK. C'est une menace? Non, qu'est-ce que c'est? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, là, vous venez de me menacer. C'est reconnu, s'il vous plaît. C'est reconnu, s'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Je dis dans le cadre du débat. Ici, on s'attaque avec les arguments. Voilà, il faut que ça soit clair pour tous nos... Quand on est juriste en herbe, il faut connaître sa place. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Quelle est votre question? Alors, votre réaction sur l'itinéraire choisi par l'opposition, l'ex-VGE, actuel boulevard Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à la place de la République, qui est aussi stratégique. Merci, je l'ai déjà dit sur un plateau. Moi, l'itinéraire me pose un véritable problème. Je pense que la sagesse finira par habiter les organisateurs de cette marche-là, qui, avec des échanges sûrement avec les forces de l'ordre, censés encadrer cette marche-là, je pense qu'ils finiront par trouver l'itinéraire adapté pour cette marche-là. Voilà, parce que pourquoi le VGE, passer par les ponts et arriver au plateau, place de la République, on sait que la présidence est juste dans les encablures. Sauf si les organisateurs de cette marche-là ont autre chose dans la tête, je ne pourrais le confirmer, mais toujours est-il que l'itinéraire choisi pose un véritable problème. Je pense qu'il serait mieux indiqué de trouver un autre itinéraire. Bien. Voilà. Arsène Noma, l'itinéraire? Non, moi, Est-ce que ça ne pourrait pas participer à l'annulation de cette marche par les autorités ivoiriennes, quand on sait que la place de la République n'est pas aussi loin de la présidence de la République? Ça m'amène à l'analyse de Mme Péchéric Ballet qui disait que une marche pacifique n'a pas pour objet de déstabiliser un État, alors qu'une marche pacifique peut avoir en son sein des relents inavoués pour atteindre un objectif politique de déstabilisation. Et plusieurs personnes l'ont dit ici en Côte d'Ivoire, l'opposition, depuis 2011, a eu tenté plusieurs fois de renverser le pouvoir. Mais cela n'est pas arrivé parce que le pouvoir a su prendre les dispositions pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Donc moi, cette marche-là, à relan pseudo de marche pacifique, est une marche, au contraire, qui doit éveiller l'attention des gouvernants afin qu'elle soit véritablement scrutée pour voir si son appellation pacifique est vraiment pacifique ou bien si elle ne recèle pas de choc. Peut-être pacifique, on a vu la marche du PDCI RDA qui s'est bien déroulée de l'espace Sokosé jusqu'à la commission électorale indépendante. De toute façon, cette nouvelle marche projetée sera analysée. Et vous l'avez dit, la place de la République, c'est une place stratégique. C'est une place stratégique, la présidence est à quelques encablures. Et connaissant le désir de l'opposition de tout faire pour ne pas que cette présidentielle du 25 octobre se tienne à date, nous sommes en droit de douter de sa sincérité dans sa volonté d'organiser une marche dite pacifique. Mais en tout état de cause, moi, je fais confiance au président de la République, je fais confiance aux institutions du pays
qui ont assuré que l'élection se tiendra à date et se tiendra dans les bonnes conditions et que le pays laissera en paix. Donc pour moi, toute tentative avouée ou inavouée de l'opposition ne prospérera pas et la sécurité des Ivoiriens sera garantie. S'il est avéré que cette marche-là porte en son sein des gestes de déstabilisation, elle sera purement interdite ou bien l'itinéraire sera revu et l'opposition devra s'y tenir. Voilà. Bien. Alors, Cédric Koné, comment garantir le caractère pacifique d'une telle marche? Alors, nous sommes dans un régime déclaratoire et comme d'habitude, l'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui le PPACI et le PDCI, ces deux partis politiques-là, les animateurs ont l'élégance de déclarer l'intention de manifestation à la préfecture de police. C'est ce trait de caractère-là qui anime cette opposition civilisée. Cette manifestation-là, c'est une manifestation pacifique. Peut-être que mes co-débatteurs n'en connaissent pas la quintessence, parce que l'histoire de notre pays est très récente, mais c'est une manifestation qui est déclarée, encore une fois, pacifique. Les organisateurs vont en informer la préfecture de police. Il y a également un service de maintien d'ordre qui est une exigence démocratique aux partis politiques. Il n'y a pas de raison que cette manifestation, encore une fois pacifique, puisse dégénérer. Et il faudrait qu'on ait l'élégance, en fait, de laisser les choses se dérouler jusqu'à terme. On ne peut pas, pour parler de façon triviale, lancer des incantations pour présupposer de ce qui va arriver. Voilà. Il faut rester élégant, il faut toujours garder sa sérénité. Merci. Pécheric Balé, est-ce que cette manifestation peut fédérer au-delà des partis politiques? Et puis, est-ce qu'elle pourra changer ou influencer l'agenda politique? Oui, c'est possible. Je le disais tantôt, tout citoyen qui soutient les revendications portées par les organisations de cette marche peut être emmené à y participer. Donc, je pense que c'est une marche qui est ouverte à tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec les revendications qui sont portées. Maintenant, si la marche se passe bien, si la marche se passe sans heurts, parce que la procédure, c'est que lorsque les organisateurs déclarent la manifestation, les autorités policières les rencontrent pour étudier l'itinéraire et en fonction de leur capacité à pouvoir encadrer la marche, à pouvoir contenir le présumé public qui va y participer, fait des propositions aux marcheurs, aux organisateurs de la marche. L'itinéraire peut changer, ça dépend. Voilà, ils s'entendent sur l'itinéraire ou sur la date. On a vu le PDCI qui voulait marcher le 11 juin. Les autorités ont dit le 14, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de heurts. Donc, pour répondre à votre question, cette marche peut influencer. Parce que le 6 août, nous attendons tous avec impatience l'adresse que le président de la République va faire au peuple ivoirien. Et dans ce discours-là, il y a des attentes, notamment l'ouverture du dialogue politique qui fait partie des revendications de cette marche. Donc, si cette marche est un succès, cela pourrait sensibiliser le président de la République sur la volonté des Ivoiriens, ou du moins l'aspiration des Ivoiriens à voir vraiment ce dialogue-là se tenir, ou alors autre chose. Mais dans tous les cas, ça peut influencer, on va dire, les décisions politiques à venir. Bien. Alors, docteur, question pour vous, dernière question pour vous. Quelle est la réaction, selon vous, que l'opposition pourrait attendre du pouvoir en dehors de ces revendications sur les candidats inéligibles, la réforme de la CEI? Est-ce que la question de la candidature du président Alassane Ouattara pourrait être aussi influencée par cette marche, quand on sait qu'elle se tient quelques jours avant son adresse? Non, moi je pense que le président, il a déjà pris sa décision. Voilà. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas, mais lui, il a déjà pris sa décision. Oui, on connaît le président Alassane Ouattara, c'est pas. Et quelle est cette décision qu'on ne sait pas? Je ne peux pas le dire ici, mais nous savons tous que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très méticuleux. Voilà, et donc nous savons tous qu'il a déjà arrêté sa décision
Il attend juste le moment opportun pour pouvoir l'annoncer, puisqu'il n'est pas seulement militant du RHDP, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, c'est à la Côte d'Ivoire qu'il doit s'adresser le 6. Bien, On merci. espère que le 6... Non, je n'ai pas encore fini. Non, Par rapport à la marche, aussi, je voudrais dire que l'opposition joue gros. Par rapport à cette marche, l'opposition joue gros. Si c'est un flop, l'opposition aura tout perdu. Qu'est-ce qui fera de cette marche un flop? Mais si la mobilisation n'y est pas. Mais le défi, ce n'est pas la mobilisation. Si, le défi, c'est la mobilisation. Si, le défi, c'est la mobilisation. Et ils le savent. Bien, Cédric Kone, est-ce qu'aujourd'hui, le défi, rapidement, vous allez répondre à cette question, est-ce que le défi pour le Front commun, à travers cette marche, c'est la mobilisation? Je pense que ce n'est pas la mobilisation, parce que quand on parle de Laurent Gbagbo ici en Côte d'Ivoire, nous connaissons. Nous avons l'exemple de Dabou, où on a fait reculer le PPACI dans une plantation lointaine de palmiers. Et je pense que les images sont un commentaire. Voilà, on n'a plus besoin de faire de commentaires quand on voit ces images. Bien. On termine avec vous, Arsène Anoma. Est-ce que ce type d'action peut changer les rapports de force entre opposition et pouvoir? Non, mais ça ne peut pas changer. Les rapports de force, pour moi, les rapports de force sont établis. Les rapports de force, c'est qu'au sortir des dernières élections locales, le RHDP est le parti avec une majorité écrasante en Côte d'Ivoire. Le RHDP est l'aspiration de la majorité écrasante des Ivoiriens. Donc, cette énième tentative désespérée d'essayer de faire pencher la balance vers elle ne va pas prospérer. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que, est-ce que cette marche-là pourrait influencer la décision du président? Moi, je pense que, comme l'a dit docteur, le président, c'est un homme qui a une démarche cartésienne. Sa décision est déjà arrêtée. Et de toute façon, le président est conscient du poids de l'opposition. Cette opposition-là, c'est une opposition, comme l'a déjà dit Rabougri, qui n'a rien. Donc, merci. Non, c'est terminé. Okay. Malheureusement, c'était environ 1 minute pour chacun pour cette dernière question. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges. Le premier carton de cette semaine avec Arsène Anoma. Bon, mon carton rouge va à l'encontre de certains leaders de partis politiques, précisément le président du PDCI, qui hier, dans une sortie, a eu à tenir des propos véritablement discoutoires en traitant certaines personnes d'idiots, d'imbéciles. Moi, j'ai trouvé que ce sont des propos qui sont désobligeants, qui sont inopportuns pour quelqu'un qui aspire à gouverner la Côte d'Ivoire. On a vu un leader de parti politique carrément perdu, désemparé, nerveux. Et pour moi, ça ne présage rien de bon pour la conduite du parti dont il a la charge. Donc moi, je l'appellerai à plus de sagesse, à plus de retenue et à avoir des propos assez apaisés parce qu'il a pour ambition de diriger les Ivoiriens. Bien. Cédric Kone, carton rouge. Alors, pardon. Moi, j'ai 2 cartons rouges. Le premier carton rouge, c'est pour tous ces partisans de la pensée unique qui espèrent, avec un faux dictat, tenter d'intimider tous ceux qui ne vont pas dans leur sens. Et ce n'est pas ça, la Côte d'Ivoire. Le deuxième carton rouge, c'est à l'encontre de Kidam, qu'on retrouve un peu partout dans tous nos quartiers populaires, qui sont très indélicats. Vous le savez, Sidik, j'ai été victime d'un vol de téléphone portable la semaine dernière au Grand Carrefour d'une commune que je ne vais pas citer. Voilà, c'est le résultat de la paupérisation de la population et malheureusement, c'est nous tous qui en payons les frais. Richard Ballet, carton rouge. Oui, mon carton rouge va à l'endroit des autorités judiciaires. Je voudrais m'opposer à cette cabale contre le PDCI. Je ne suis pas PDCI, mais nous avons tous écouté hier le président Thiam qui nous a informé à travers cette interview qu'il est en exil en réalité. Le porte-parole du PDCI, M. Brendoumi, également. Et on a vu aussi ces derniers temps comment les militants du PDCI ont été enlevés, au point qu'il y a un qui est introuvable jusqu'aujourd'hui, dont le président Thiam a parlé hier, le vigile, qui a été enlevé lors du congrès, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été retrouvé. Donc la démocratie, c'est le droit à la différence. Nous pensons, nous, en tant que société civile, qu'avec toutes les crises que notre pays a connues, l'idéal serait que tout le monde soit candidat et que le peuple tranche, le peuple choisisse qui il veut. Bien. Docteur, dernier carton rouge. Bon, moi j'ai 2 cartons rouges.
Mon premier carton rouge, c'est à l'endroit des petits esprits de l'opposition qui passent leur temps à troubler la paix sociale. Le pays a trop souffert, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, nous aspirons à vivre dans un pays de paix. Mon deuxième carton rouge, c'est à l'endroit du Front commun, pour la marche projetée du 2. J'invite le Front commun à rejoindre la CAPSI à la table des discussions. Le pays s'en sortirait mieux. Bien, c'est l'heure du chiffre du jour, rubrique dans laquelle nos invités consultants feront en tout cas un commentaire sur ce chiffre d'actualité. Le chiffre du jour, c'est 24. Triste note, le 24 juillet 2025, Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie d'Abidjan pour des faits d'espionnage et de complot, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule à l'école de gendarmerie, comme j'ai dit, selon une note du procureur de la République qui confirme un suicide. Une enquête est en cours. Comment vous réagissez face à cette information qui est tombée ce 27 juillet, hier 27 juillet, Pluchéri Balé? Oui, c'est une nouvelle qui a créé la stupeur parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Le décès de quelqu'un, ça suscite toujours beaucoup d'émoi. Mais les questions qu'on se pose sont les suivantes. Le 15 janvier, lors de son adresse, le porte-parole du gouvernement a dit que M. Alino Faso était détenu à l'ex-Maka. Et à notre grande surprise, on nous dit que c'est à l'école de gendarmerie qu'il est décédé. Ça a été vraiment une question parce qu'il y a ici en Côte d'Ivoire des prisonniers qui sont à la Maka, on les extrait, on pense qu'on est en train de les envoyer au parquet dans la poursuite de leur procédure et après on les retrouve dans des camps de gendarmerie. Ce qui n'est pas normal. Et il y a eu plusieurs cas comme ça déjà. L'autre chose, c'est que dans l'arrestation d'Alino Faso, il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été arrêtées, dont on n'a pas de nouvelles aujourd'hui. On espère qu'on ne va pas entendre aussi qu'ils se sont suicidés, mais il y a Sophie Minungu et puis quelqu'un qu'on appelait Barré Danumambo, qui ont été aussi arrêtés dans la même période, apparemment pour les mêmes faits. Eux, on ne nous a pas dit, le procureur n'a pas fait de communiqué pour nous dire les chefs d'accusation retenus contre ceux-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont détenus. On est vraiment inquiet pour eux. On souhaiterait que les autorités judiciaires nous en disent plus sur leur cas. Bien, merci Pluchéri Balé. Arsène Andoma, réaction? Bon, moi, étant donné qu'il y a eu mort d'homme, j'ai de la compassion et c'est une personne qui est décédée. Maintenant, au-delà de cela, ce que je pourrais dire, Alino Faso a été arrêté pour des faits graves. Pour des faits graves. Et moi, pour ces faits graves-là, s'il n'avait pas été arrêté, aujourd'hui certainement, et que les faits qui ont valu son arrestation étaient arrivés à leur terme, aujourd'hui la Côte d'Ivoire était certainement plongée dans une situation d'instabilité, de trouble, avec certainement plusieurs morts au-delà de lui-même. Donc moi, je reste focus sur la déclaration du procureur de la République et je me dis, et je suis convaincu que la justice et l'autorité ivoirienne ont toujours travaillé pour le bien du pays et travaillé pour le bien des populations. Lorsqu'elles prennent des décisions, c'est pour le bien des populations. Donc, ce qui a été fait, ça a été fait pour le bien de la Côte d'Ivoire. Bien. Cédric Koné, est-ce qu'on pourrait assister à une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? C'est possible parce que j'ai ouï dire que... Et d'ailleurs, l'État burkinabé qui demande le rapatriement de sa dépouille. Le rapatriement de la dépouille, qui a également demandé à notre ambassadeur sur place de venir pour explication. Ça, c'est des bruits de couloir. Je ne sais pas si ça va se confirmer dans les jours à venir. Mais je veux dire que la situation est tellement tendue que c'est une chose dont on aurait pu se passer. Parce que nous vivons dans la sous-région ouest africaine. Il faudrait à la tête de nos États des personnalités qui sont conciliantes et qui ont la possibilité de parler à toutes et à tous. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est extrêmement tendue entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina Faso, alors que ces deux États-là sont confrontés à des réalités préoccupantes. Je parle du terrorisme dans la sous-région. Donc, on gagnerait à mutualiser
les moyens pour combattre cette violence-là sans visage qu'est le terrorisme, plutôt que de rester dans des petites guéguerres. Voilà. Donc il faut aller vers l'apaisement, la détente, et je pense que c'est l'objectif des dirigeants de l'opposition demain s'ils arrivent au pouvoir. Bien, docteur Adielou, pour terminer, réaction. Bon, moi, je voudrais d'abord féliciter les autorités ivoiriennes pour l'arrestation d'Alino Fasso, puisque selon le communiqué du procureur, les faits reprochés à ce dernier sont d'une extrême gravité. Juste pour réagir par rapport à ce que ma sœur Picherik Balé a dit, en fait, pour nécessité d'enquête et pour des questions sécuritaires, on peut déplacer un prisonnier d'un point A à un point B. Quand les autorités ont des informations sur peut-être le fait qu'un prisonnier soit menacé ou pour des questions de nécessité d'enquête, on peut déplacer un prisonnier d'un point A à un point B. Donc ça ne pose pas de problème. Deux, je pense que les autorités ivoiriennes sont assez sérieuses. Donc le procureur a diligenté une enquête. Donc attendons la suite de l'enquête pour pouvoir nous prononcer. Merci à vous, docteur Adielou Arnaud Christian, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, d'être passé sur ce plateau. Merci Arsène Anom, analyste politique, Picherik Balé, consultante, et puis maître Cédric Koné, conseil juridique. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Excellente semaine à vous, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.